Oui, bonjour à tous, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous allez me suivre dans mon périple, hein. Donc là je vous ai amené vers le bord de plage et je suis venu en vélo. Donc vous voyez derrière on voit les pêcheurs qui ramènent les barques, hein. Et je me suis dit bah tiens, ça vous ferait du bien un petit peu l'air marin, la vue de la mer. Je sais qu'actuellement ce n'est pas simple pour vous, entre toutes les informations que vous pouvez recevoir, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la présidentielle, que ce soit les législatives, que ce soit le coronavirus, puisque on ne sait plus trop si c'est définitivement fini ou alors si ça va revenir courant septembre-octobre. Donc voilà, donc je me suis dit allez, vous me suivez avec moi en ce dimanche matin. Et puis donc voilà, donc on va se retrouver sur ce bord de plage. Je vous parlerai donc de la fin de la saison touristique, puisque nous sommes arrivés quasi à la fin. Je vous parlerai un peu, je vous donnerai mon ressenti, savoir ce que j'en ai pensé, comment j'appréhende la prochaine, ou comment je perçois pour l'heure la prochaine saison touristique. Donc tout ça, je vous en parlerai après le générique. Et puis pour finir, à la fin de cette vidéo, je vous amènerai sur une tombe, parce que j'aimerais rendre hommage à un copain. Voilà, et je trouve qu'il a fini tragiquement. Et je me suis dit que si je n'en parle pas, qui va en parler? Et voilà, donc je finirai cette vidéo par ceci, par cet hommage. Et en attendant, on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de la saison touristique. A tout de suite, merci. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc sur la plage, voilà, donc tranquillou. Alors on va parler de cette saison touristique qui se termine, puisque voilà, au mois de mai, ça commence à être calme. Il y a encore quelques vacanciers, mais je dirais surtout ce sont des résidents qui viennent 3 ou 6 mois de l'année ici. Et puis maintenant que les températures commencent à s'élever, je dirais en Europe, ne vont pas tarder à boucler leurs valises pour rentrer tranquillement vers leur lieu de résidence principal. Alors la saison, j'en avais parlé dans une de mes vidéos au mois de septembre, octobre, je crois que j'avais commencé à en parler. À l'époque, je vous avais dit que j'étais optimiste, que par rapport à la saison, je dirais 2021, je pensais que ça serait mieux. Et malheureusement, ce qui a un peu plombé la saison touristique, ça a été le variant Omicron, qui a flingué en fait, ou du moins qui a douché un petit peu l'enthousiasme général, parce que suite à la découverte de ce variant, on a eu une baisse de la fréquentation. Et je dirais, j'avais eu part, effectivement, on m'avait informé, même des clients m'avaient dit, écoute Franz, on préfère annuler ou reporter le voyage, parce qu'on a peur qu'avec ce variant, nous nous retrouvions coincés au Sénégal, comme ça avait pu être le cas, je rappelle, en mars 2020. Donc voilà, donc effectivement le variant Omicron nous a flingué un peu la saison touristique. Alors je ne dis pas que c'est catastrophique, nous avons pu, enfin moi personnellement j'ai pu réussir à travailler. J'ai quand même eu des clients qui sont venus. Mais je me pose la question de savoir un petit peu au niveau des restaurateurs, des commerçants, des boutiquiers, etc. J'aimerais savoir ce qu'il en est. Si vous-même vous travaillez ici au Sénégal et puis que vous me suivez et que vous avez une activité commerçante, n'hésitez pas dans les commentaires à faire part de votre témoignage et nous dire un petit peu comment vous avez ressenti la saison. Donc voilà un petit peu, donc nous avons eu un peu de monde, mieux qu'en durant la dernière saison 2020-2021, enfin 2021, mais c'est pas encore ça. Là j'ai eu quelques vacanciers qui sont venus dernièrement, donc ils me disaient que les prix des billets, ils avaient réussi à trouver des billets, je dirais à des prix corrects, mais que quand même il y avait eu une augmentation en raison
des problèmes d'inflation, les problèmes d'alimentation en kérosène, etc. Je rappelle aussi que ce qui rend la destination Sénégal chère au niveau des billets d'avion, c'est les taxes. Les taxes sont importantes sur les billets d'avion, et ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, aller aux Antilles ou aller par exemple, je sais pas, en République Dominicaine ou à Cuba, le billet est moins cher que si vous veniez au Sénégal. Donc ça, j'espère qu'un jour, on s'y penchera sérieusement. Si on veut réellement relancer le tourisme au Sénégal, il faut qu'on revoie l'attractivité, je dirais, de nos billets d'avion, du prix de nos billets d'avion. Je rappelle aussi qu'un nouvel hôtel s'est installé, est rentré en activité. Il se situe donc à Pointe-Sarène, c'est l'hôtel de la chaîne Riou. Alors ils ont vu grand, puisque cet hôtel, je vous invite à regarder sur internet, si vous tapez hôtel Pointe-Sarène Riou, vous tomberez dessus, même sur YouTube, vous avez des vidéos de présentation. Il est grand, je crois qu'il y a plus de 500 chambres, donc voilà, ils ne voient pas petit. J'espère pour eux qu'ils arriveront à remplir l'hôtel. Voilà, pour l'instant, moi personnellement, j'ai du mal un peu à m'imaginer avec autant de flux touristiques. Alors, comment je vois la saison prochaine? Je me dirais que s'il n'y a pas de couac, parce que vous savez, l'expérience m'a appris à être prudent dans mes pronostics, etc. S'il n'y a pas une nouvelle pandémie, s'il n'y a pas une relance du Covid-19, si malheureusement la situation tragique que nous vivons actuellement en Ukraine, avec la guerre là-bas, ne s'amplifie pas ou ne déborde pas sur ses frontières, je dirais que normalement nous devrions avoir du monde ici au Sénégal. Je reçois énormément de témoignages de gens qui me disent qu'ils veulent ou ils envisagent de venir ici. Pour certains même sans être venus une première fois. Donc je vois que les gens ont besoin d'avoir un appel d'air, les gens ont besoin de voir autre chose, et les gens ont besoin de s'oxygéner l'esprit. Donc c'est pour ça que je suis optimiste. Mais en même temps, je vous dis bien, nous sommes tellement dépendants de la conjoncture internationale que pour l'instant, je reste aussi prudent. Donc de toute façon, en temps et en heure, je vous donnerai les informations. S'il y a une évolution dans un sens ou dans l'autre, je vous en parlerai. Au mois de septembre, octobre, je vous parlerai un petit peu de ma préparation pour cette nouvelle saison touristique, comment je m'organise dans mon travail, et puis je vous donnerai aussi les dernières informations que j'ai en ma possession. Pour l'heure, nous sommes au mois de mai, donc là je suis en train de clôturer mes derniers dossiers. J'ai eu des gens qui sont venus pour investir, acquérir un bien. Généralement, ce sont des gens qui connaissent quand même bien le Sénégal, qui ont quand même une expérience de la réalité sénégalaise. J'ai eu aussi des gens qui viennent en location, donc voilà, ça continue. Je rappelle que par exemple, au mois de mars 2020, quand j'avais énormément de gens qui souhaitaient repartir d'urgence en France en raison de la pandémie, dont même des professionnels, des Français qui travaillaient ici au Sénégal, parallèlement, j'avais des demandes de location, de gens qui étaient là et qui, eux, restaient et cherchaient une location sur plusieurs mois. Ou j'avais même des Dakarois qui, eux, connaissent parfaitement bien le pays et qui me demandaient s'il n'y avait pas un bien sur lequel ils pouvaient investir. Donc voilà, on a vraiment les deux tendances, c'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir le découragement ou le désistement, et puis de l'autre, on peut avoir des gens qui connaissent le Sénégal et qui, malgré une conjoncture, je dirais, particulière ou instable, continuent à évoluer et puis gardent leur sang-froid. Donc voilà un petit peu mon ressenti. Donc là, nous allons donc attaquer l'hivernage, tout doucement. Alors, on nous annonce pour cette période des pluies énormément de pluie. D'ailleurs, ça a commencé, je crois, à pleuvoir dans le sud, dans la région de la Casamance, puisque sur le groupe Facebook, nous avons diffusé des vidéos, des courtes vidéos des premières pluies. Et donc ici, je pense qu'on nous annonce que les pluies seront beaucoup plus précoces que l'année dernière et beaucoup plus abondantes. J'aurai l'occasion d'y revenir, je vous en parlerai. S'il y a des inondations de mon côté, je vous filmerai tout ça. Comme je vous avais filmé une fois une inondation dans mon bureau où l'eau s'introduisait à travers mon armoire électrique. Donc tout ça, je vous en parlerai dès que je serai confronté au phénomène. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette saison. Donc si vous de votre côté vous avez des commentaires ou des avis complémentaires à apporter, n'hésitez pas à le faire dans la rubrique commentaires.
Et puis sur ce, on va continuer le petit périple parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on va quitter la plage et on va aller du côté de vers le petit aérodrome de Sally, vers Sally-Joseph, et donc on va aller sur la tombe de Jean-Luc. Alors je vais en parler un petit peu ici au préalable parce que je ne pourrais pas trop filmer là-bas. C'est toujours délicat, hein, bien que j'ai demandé à 2-3 personnes, dont ma femme, savoir si je pouvais filmer. Étant donné qu'il est enterré hors cimetière, bien entendu je peux filmer. Alors pourquoi je veux filmer sa tombe et pourquoi je veux parler de lui? Je vous avouerai que des fois je fonctionne beaucoup à l'intuition, au ressenti, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Et là j'ai une voix intérieure qui me dit parle de Jean-Luc, va sur sa tombe, rends-lui hommage, et c'est ce que je vais faire. Il n'y a pas de voyeurisme, c'est pas du tout dans ma nature d'être comme ça, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais je me dis si je n'en parle pas moi, qui parlera de lui? Et Jean-Luc donc est décédé, ça fait plus d'1 an maintenant. Et en fait il est décédé dans des conditions tragiques et puis mystérieuses. En fait il est décédé à Dangan, donc dans le sud, hein, vers le Ciné Saloum, un week-end. Officiellement il est mort par noyade, mais j'ai su qu'après il avait une plaie derrière la tête, qu'il y avait des témoins qui étaient là, mais on n'a jamais exploité les témoignages. Ensuite il s'est retrouvé malheureusement, je vais être cru, hein, mais dans une chambre froide dans la région de Dangan, je crois que c'était à Fatik. Il s'est retrouvé là-bas pendant plusieurs jours dans une chambre froide. On l'a dépouillé de tous ses bijoux, de sa montre, et puis il a été enterré sur la tombe vers laquelle nous allons aller. Il n'est même pas enterré dans le cimetière, hein, parce que dans le cimetière catholique, je rappelle, il faut un certificat de baptême. J'avais eu l'occasion d'en parler tout de suite après son décès. J'avais parlé donc de... Ça va, tu vas bien? Ça marche les affaires? Ok. Comme je te filme, c'est pour ça. Tu fais quoi toi? Oui. Tu fais les... Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un spécialiste des ongles. D'accord. Oui. Ça va, tu vas bien? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Suleiman. D'accord. Donne ton numéro de téléphone, Suleiman. Ok, c'est pas grave. 77, 78. Ah, tu l'as pas en tête? C'est pour YouTube, c'est pour ça. Toi, tu es toujours là, Suleiman? Oui, oui. Bon, voilà, si vous croisez Suleiman, il fait les ongles. Tu as donné? Ouais. Oui. D'accord. Ici? Oui. Ok, c'est bien. Ok, bonne journée. Voilà. Voilà, ça c'est les... vous avez les petits vendeurs et puis vous voyez les ongleries qui fait directement soin ici sur place. Oui, voilà, donc je reprends mon activité. En fait, je l'avais interpellé parce qu'il faisait du bruit avec ses ciseaux. En fait, c'est pour montrer aux gens justement qu'il est spécialisé dans les ongleries. Voilà, donc une mort mystérieuse. Et donc en fait il a été enterré, donc c'est même pas dans un cimetière, hein, puisque les autorités catholiques ont exigé le certificat de baptême. Et comme la famille, en fait, il y a son frère qui est venu précipitamment pour traiter les dossiers, il n'avait pas de certificat, donc il a été enterré à l'extérieur du cimetière. Donc on va y aller, je filmerai tout ça. Et ça a été un choc pour moi en fait, ça a été un choc parce que j'avais l'habitude de le côtoyer, Jean-Luc, et c'était quelqu'un de très exubérant, c'était quelqu'un de, je dirais, qui parlait fort, qui était intéressant, hein. Il avait des choses à dire, qui vivait ici depuis de nombreuses années. Et vous savez, des fois les gens exubérants, les gens qui sont très blagueurs, c'est pour cacher une blessure à l'intérieur d'eux, et je pense qu'il devait cacher quelque chose. Jean-Luc était en froid avec son fils, son frère qui est venu quelques jours pour s'occuper de l'enterrement et puis brader en quelque sorte, puisque c'est vraiment le terme, brader les effets, sa maison, sa voiture, son quad, m'avait fait la confidence que lui et son frère n'avaient pas de grandes relations. Voilà, donc en fait je pense que pour Jean-Luc, il y avait une cassure avec la France, une cassure avec sa famille, et c'est pour ça qu'il se retrouve enterré sur cette tombe un petit peu isolée. Donc on va lui rendre hommage, on va aller sur place, et puis j'aurai l'occasion de reparler sur la tombe, de faire 2-3 informations complémentaires. Voilà, écoutez, sur ce, on va quitter la plage, et puis on va se retrouver du côté de la tombe de Jean-Luc. Sur ce, à tout de suite. Merci.
Voilà, donc je suis arrivé sur la tombe de Jean-Luc, qui est juste derrière moi. Et je suis choqué parce que la tombe d'à côté, je connaissais aussi la personne, Jean-Pierre. Et je ne savais pas que c'était lui qui était enterré. D'ailleurs, la plaque est toute récente, puisque la dernière fois que je suis venu, elle n'y était pas. Alors j'ai connu ces deux personnes qui sont enterrées l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas si elles se connaissaient dans la vraie vie, mais moi personnellement je les connaissais tous les deux. Jean-Pierre, c'est quelqu'un que j'ai connu quand je suis arrivé au Sénégal il y a 18 ans, mais lui il est arrivé peut-être 2-3 ans après. À l'époque, il circulait avec une espèce de Mercedes ici sur Sali. Vous savez, à l'époque, sur Sali, il y a 15-20 ans, on avait énormément de profils atypiques. Des baroudeurs, des aventuriers, des gens surgis de nulle part, avec des parcours des fois complètement alambiqués, hors normes. Maintenant, on en a un peu moins. On a plutôt maintenant, je dirais, c'est ce que je constate moi dans mon travail, des gens mariés qui viennent en couple, qui essayent soit de monter une activité, ou alors qui viennent dans le cadre d'une activité professionnelle avec un contrat, ou d'autres voilà, qui essayent de s'inventer une vie professionnelle au Sénégal, mais avec une vie structurée. Alors qu'il y a 15-20 ans en arrière, on avait plutôt des parcours de gens, je dirais, voilà, qui sortaient de l'ordinaire, voilà, qui essayaient et qui atterrissaient ici, des fois par hasard. Et donc ça fait que voilà, on se rencontrait et quand on racontait un petit peu nos périples, chacun individuel, c'était vraiment, c'était hallucinant. Et donc effectivement, j'ai connu Jean-Pierre comme ça. Et à la fin, effectivement, je le croisais souvent, moi en moto, et lui avec son Jakarta. Vous voyez la petite mobilette qui est derrière, qu'on voit sur la photo. Donc je suis vraiment choqué, parce que sonné même, parce que je ne savais pas, qu'il était décédé, et je ne savais pas qu'il était enterré à côté de Jean-Luc. Donc à travers cette vidéo, je vais rendre un hommage à Jean-Luc particulièrement par rapport à ce qui lui est arrivé à la fin de sa vie, mais je rends aussi un hommage à Jean-Pierre également. Donc voilà. Alors je dois vous avouer que c'était pas du tout prévu. Il n'était pas prévu que je vienne. Il y a quelques jours en arrière, il n'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo sur la tombe de Jean-Luc. Mais ça m'est venu comme ça, d'instinct. Comme je vous dis, c'est très important dans mon cheminement personnel. L'intuition, le ressenti, je fonctionne énormément avec ça. Et dans le cadre de mon travail, il m'arrive aussi également des fois de ne pas travailler avec certains clients ou de ne pas prendre certains dossiers parce que mon intuition, parce que mon ressenti me demande de faire l'inverse, de m'en écarter ou de m'en éloigner. Voilà. Donc Jean-Luc, en fait, alors je vais essayer de... Voilà, je me rapproche. Il fait excessivement chaud, hein, ça cogne. Hein. Alors s'il y en a qui trouvent le moyen de me dire oui Franz, on ne rend pas hommage avec une casquette sur le nez, etc. Je tiens à dire, il n'y a pas besoin d'avoir une attitude particulière pour rendre hommage. Je pars du principe que c'est le geste, c'est l'intention qui compte. Et je suis certain, et je le dis devant Jean-Luc, que s'il me voyait là avec ma tenue, bah, c'est ma tenue habituelle, telle que je suis dans la vie de tous les jours, et il ne m'en tiendrait pas rigueur. Donc voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est ça, c'est que si vous comptez, vous envisagez de venir vivre ici au Sénégal, et que vous êtes catholique, chrétien, pensez à venir impérativement avec votre certificat de baptême. Parce que sinon, pour vous faire enterrer ici, on vous le réclamera, et si vous ne l'avez pas, ça risque d'être très compliqué pour être enterré dans un cimetière catholique. C'est ce qui s'est passé pour Jean-Luc, et apparemment c'est ce qui s'est passé aussi également pour Jean-Pierre. Donc ça c'est quelque chose, hein, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous envisagez de venir, pensez à venir avec tous vos documents liés à vos convictions religieuses pour être enterré dans un cimetière lié à votre religion. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui m'a énormément marqué, et je le dis sur la tombe de Jean-Luc, c'est ce qui lui est arrivé. Je connaissais le personnage, c'était quelqu'un qui était très exubérant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui avait une vie, je dirais, qui était propriétaire de sa maison, qui avait une voiture, qui avait un quad, qui avait aussi un appartement en France. Il m'arrivait parfois, je vous le dis honnêtement, parce que je ne vous cache rien, des fois je me disais, franchement Jean-Luc il a de la chance, et quelque part il y avait peut-être parfois, je l'enviais pas, je le jalousais pas parce que je ne suis pas comme ça, mais parfois je disais franchement il a la belle vie. D'ailleurs je lui disais des fois, je lui dis Jean-Luc, toi tu n'es pas confronté aux difficultés auxquelles je suis confronté, moi qui vis et travaille ici. Alors c'est vrai, il l'a mérité, il a travaillé toute sa vie, donc il n'a rien volé à personne, donc il le méritait, mais il vivait dans un Sénégal différent du mien, c'est-à-dire que voilà, lui, les dépenses quotidiennes, son budget, bon ben c'était bouclé, mais vous voyez la vie, elle est dure parce que bah voilà, ce qui est arrivé à Jean-Luc, bah, c'est tragique, on ne sait pas dans quelles circonstances il est décédé.
officiellement de noyade. Mais étant donné qu'il était en rupture avec sa famille, il n'y a pas eu de plainte qui a été déposée. Son frère qui est venu rapidement pour boucler un petit peu le dossier, entre guillemets, n'a pas cherché à savoir. Je lui ai posé la question, il m'a dit qu'honnêtement les choses étaient faites, elles étaient telles quelles et que voilà, ça s'arrêtait là. Donc on ne saura pas. Je rappelle que quand il a été conservé dans une chambre froide, on l'a dépouillé de ses bijoux, de sa montre. Ensuite, quand il est venu ici, voilà, l'enterrement a été très vite. Moi, je n'y étais pas, mais on m'a expliqué, on m'a dit que l'enterrement, il y avait du monde, donc c'est une bonne chose, mais que ça s'est fait dans des circonstances très rapides et que ça avait choqué certains. Donc voilà. Je rappelle aussi, pour montrer un peu les circonstances étranges, c'est que tout de suite après son décès, une fille s'est introduite chez lui pour voler ce qu'il y avait à voler. Donc ça aussi, c'est pas clair. Le consulat n'a pas donné suite, n'a pas cherché à savoir, étant donné que la famille elle-même ne portait pas plainte. Donc moi, ce que je voudrais vous dire à travers cet hommage et ce témoignage, et je vous le dis comme ça, de manière spontanée, si vous venez vivre au Sénégal, soyez entourés, ne venez pas seul, et surtout ne coupez pas les liens avec votre pays d'origine, ni avec votre famille, parce que un jour ou l'autre, il peut arriver que vous ayez besoin d'eux, et sinon, je dirais, c'est malheureux, hein, mais vous risquez de finir sans que quelqu'un ou qu'une personne s'intéresse à votre cas, ou soit là pour défendre vos intérêts. Voilà, c'est quelque chose que je vous dis comme ça, c'est mon ressenti. Voilà, ne venez pas ici en faisant table rase du passé, en faisant table rase de vos racines, de votre famille. Moi, personnellement, je ne fonctionne pas comme ça. Je vis ici depuis 18 ans, mais je ne suis pas coupé. Certes, ça fait 6 ans que je ne suis pas rentré en France, mais mes liens avec ma famille, mes liens avec mon pays sont toujours là, sont toujours intacts. Et les gens que j'ai côtoyés, mes ancêtres, vivent avec moi, ils m'entourent. D'ailleurs, c'est ce que je dis parfois, c'est que je vis entouré de fantômes. Parce que les gens, je n'ai pas besoin de tombe pour leur rendre hommage, ils m'entourent, je leur parle dans la vie quotidienne. Des fois, je sollicite leurs conseils, leurs aides, et ça m'aide. Comme Jean-Luc, des fois, plus d'une fois, je lui parle. Et puis, de temps en temps, quand j'en ai le besoin, je viens le voir. Je ne vous dis pas que je viens de manière assidue sur sa tombe, mais je viens régulièrement. Voilà, il y a au moins une fois de temps en temps, j'ai besoin de venir. Et peut-être aussi à travers sa tombe, c'est aussi un lien à travers les tombes de mes ancêtres qui sont en France. C'est un lien quelque part. C'est la seule tombe, maintenant avec celle de Jean-Pierre, liée à la France, liée à des Français. Et je me dis qu'à travers eux, je rends aussi hommage à mes ancêtres. Voilà, donc je ne veux pas faire plus long. Je tenais à rendre cet hommage. Et en ce jour, en ce dimanche matin, voilà, je rends hommage donc à Jean-Luc Fosset, dit Lulu, et aussi également à Jean-Pierre. Voilà. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Je vais m'éloigner un petit peu des tombes. Il fait chaud, hein, ça cogne. Là, je vais rentrer tranquillement donc en vélo, rentrer à la maison. Et puis, on fera une vidéo tous les 15 jours, hein, en suivant mon périple et puis en parlant de sujets plus ou moins divers, comme toujours. Ne m'en voulez pas si là, ces derniers temps, il n'y a pas eu une fréquence régulière des vidéos. J'étais bien pris par la clôture des dossiers, par la finalisation de cette saison estivale. Et puis, en attendant, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Dites-vous que la vie, elle est courte. Donc, ne vous laissez pas emprisonner, enfermer dans des soucis matériels, etc. Donnez vie à vos projets, surtout ça. Donnez vie à vos projets, à vos rêves. Rien n'est impossible quand on le veut et qu'on s'en donne les moyens. Et voilà, et que Jean-Luc et Jean-Pierre soient là pour nous rappeler ces évidences. À chacun d'entre vous, bon week-end. Prenez soin de vous. Merci.